Mesdames, Messieurs, bonjour, vous suivez, bienvenue chez Claudia et c'est toujours un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, je reçois une grande dame, dame de la diaspora, dame de France. Elle est présidente de l'association Espoir de Vivre. Espoir de Vivre qui est une association qui lutte contre la drépanocytose, une maladie communément appelée en Afrique SS, une maladie très répandue d'ailleurs. Donc, elle est aussi femme leader de Monaco et enfin chevalière de la Légion d'honneur de France, un prix décerné donc par le président Emmanuel Macron. Elle s'appelle Pauline Bakou. Pauline, bonjour. Bonjour Claudia. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va, il commence à faire beau, donc on a le sourire, ça y est, la grisaille est partie. Okay. Bah, je pense qu'on va passer un très très bon moment ensemble, de partage. J'espère bien aussi. Bah oui, il n'y a pas de raison. J'ai vu que tu as commencé déjà à l'entrée à prendre du thé. Voilà, donc il y a du thé, tu vas continuer avec ton thé. Et moi, je vais continuer avec mon café. Ok. D'accord. Pauline, je suis ravie encore une fois de te recevoir. Est-ce que tu peux me parler de toi en deux mots? Qui est Pauline? Merci Claudia pour ces paroles. Je suis Pauline, comme tu l'as dit, parce qu'on s'est tutoie. Voilà, je suis Pauline, justement. Je suis congolaise. Oui. Je suis née dans une région du Congo qui s'appelle Boulongo. Donc j'ai grandi à Boulongo. Oui. J'ai fait toute mon enfance à Boulongo. C'est à côté de Matadi? Non. Non, c'est dans les Bandundu. Ah. Dans les Bandundu. Et j'ai fait les études là-bas. J'ai enseigné à Boulongo et j'ai décidé après de venir à Kinshasa pour venir continuer mes études. Et de là, après les études, j'ai travaillé à la Banque des Zaïre. Et après la Banque des Zaïre, je suis venu en Europe. En 1991, et je suis venu ici en Europe. En Europe, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé alors de créer l'association Espoir de Vivre? J'ai créé l'association Espoir de Vivre parce que moi-même je suis concerné. Si je dis concerné, parce que je suis mère d'une fille drépanocytaire. Et à l'époque, même pas seulement à l'époque jusqu'à aujourd'hui, la maladie drépanocytaire, c'est ce qu'on appelle, la drépanocytose, pardon, c'est ce qu'on appelle la maladie SS. Donc la maladie SS en Afrique reste encore une maladie de honte. Et oui, c'est une maladie de honte et je me souviens encore en Afrique, il y en a même dans les familles quand ils ont un enfant qui a la drépanocytose, voilà, on le cache en fait. Exactement. On le cache. Donc quand l'enfant a la drépanocytose, comme on dit, par manque de connaissances, quelqu'un peut mourir. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. La maladie SS en Afrique, beaucoup ont tué leurs oncles, beaucoup ont tué leurs pères, beaucoup ont tué leurs grand-mères, grands-parents, croyant que c'est eux qui ont tué l'enfant, alors que c'est une maladie du globule rouge. Donc cette maladie génétique qui reste encore aujourd'hui connue et méconnue. Donc c'est une maladie, à l'époque on appelait ça la maladie des Noirs. Ça attaquait plus les Noirs à cause de nos mariages entre cousins, donc voilà. Et donc c'est ça qui t'a donné la force de créer? Donc moi-même je suis la mère de 7 enfants drépanocytaires. Tu le savais? Alors je me suis dit, écoutez, non, je ne le savais pas. Parce que si je le savais, le problème c'est quoi? On s'est marié en Afrique ou ici même d'ailleurs en Europe. On ne pense pas à faire les examens, savoir si on est compatible avec la personne avec qui on s'est marié. On ne fait pas des examens, donc c'était mon cas. Donc on s'est mariés, on n'a pas fait les examens pour savoir si on était compatibles tous les deux. Donc les résultats, on a un enfant drépanocytaire. Alors je me disais, écoutez, la drépanocytose, comment je vais faire avec cet enfant? Comment je vais la présenter aux gens? Comment les gens vont me regarder? Surtout les regards des gens, quand ils savent que cette personne a un enfant SS. Donc ça m'a beaucoup travaillé. Je suis resté vraiment enfermé à moi-même. Même mes enfants, je ne leur avais pas encore expliqué que votre sœur était SS. Donc jusqu'à ce que je réfléchissais, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire un jour pour présenter, avoir ce courage de dire à tout le monde que ma fille est drépanocytaire. Donc j'ai décidé. Un jour de juin 2011, j'étais au Canada. Alors j'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc la décision, je vais créer une association. Et au cours de la présentation de cette association, et moi-même je vais expliquer que je suis mère d'une drépanocytaire. Comme ça au moins,
les gens qui se cachent, qui ont 16 enfants de drépanocytaires, sauront que ce n'est pas une honte. Parce qu'à côté de la drépanocytose, il y a aussi beaucoup d'autres maladies qui tuent aussi. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, il y a celle-là qui a la drépanocytose qui va mourir parce qu'elle a la drépanocytose, mais à côté, on peut mourir aussi parce qu'on a mal à la tête. Donc je me suis dit, écoutez, je vais prendre mon courage à deux mains, je vais créer cette association et là, je ferai des campagnes de sensibilisation. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des avancées au niveau de tout, des campagnes, de sensibilisation. Oui, nous on fait des campagnes justement, quand on fait des conférences, les gens viennent, il y a des médecins, parce que moi je ne suis pas médecin, mais il y a des médecins, je travaille avec les médecins de Necker, de Robert Debré, de l'hôpital de Gonesse, qui viennent pour faire la conférence. Donc, et ils expliquent à tout le monde qui vient à la conférence pour dire, écoutez, faites attention, surtout les jeunes d'aujourd'hui, faites attention quand vous voulez vous marier, parce qu'il y a une maladie qui existe et qui s'appelle la drépanocytose. Mais il y a des degrés, non, pour la drépanocytose? Il y a des sortes de drépanocytose. Il y a la drépanocytose SS et il y a, homozygote et hétérozygote. Donc, homozygote, c'est ce qu'on appelle SS. Et quand on est hétéro, on est porteur sain, comme moi-même. Parce qu'on ne peut pas avoir un enfant SS que si elle a bénéficié que des gènes des pères, ou du père plutôt, ou de la mère. Donc il faut que les deux donnent leurs gènes pour que la femme puisse, les gènes S, pour que la femme soit SS. Voilà. Donc c'est pour ça, donc, comme j'ai vu que l'enfant était comme ça, à la conférence, on explique d'abord ça. Il faut dire, écoutez, les jeunes, faites attention, la maladie existe, il faut faire attention quand vous vous mariez. Et en même temps, pour les gens qui ont déjà des enfants drépanocytaires, leur dire, écoutez, il y a des hôpitaux qui existent, il faut les accompagner, voilà. Et puis, il y a des groupes de parole qu'on fait pour les soutenir aussi, parce que c'est une maladie. Franchement, je vous dis, Claudia, quand vous avez un enfant drépanocytaire, ça change complètement la vie de la maison. Parce qu'on dit effectivement que quand on a un enfant drépanocytaire, eh ben, il peut pas aller au-delà de 30 ans. Avant même, on disait qu'il ne vivait pas au-delà de 5 ans. Oui. Mais aujourd'hui, avec les avancées médicales, c'est des gens qui vont vivre, parce que les gens normaux aujourd'hui arrivent jusqu'à 100 ans. Donc les drépanocytaires peuvent aller aussi jusqu'à 80 ou 70. Mais dans quelles conditions? Beaucoup de traitements. Voilà. Mais alors, quel a été le regard vis-à-vis de tes autres enfants? Mais mes enfants, c'est tout à fait normal qu'ils acceptent leur sœur. Qu'ils acceptent parce que c'est leur sœur. Non, puisque au début, tu as dit que tu ne savais pas comment l'annoncer. Oui, je ne savais pas comment leur dire que votre sœur a une maladie qui ne pourra être guérie. Parce qu'aujourd'hui, le traitement curatif de la drépanocytose, c'est la greffe de la moelle osseuse, qui n'est pas facile à tout le monde. Déjà, la greffe de la moelle osseuse, c'est un traitement qui est très très lourd et qui coûte excessivement cher à la sécurité sociale. Mais pas seulement que le coût que ça coûte, mais il faut trouver d'abord les donneurs. Vous voyez? Alors, comme je vous dis, quand on a un enfant drépano, ça change toute la vie à la maison. Parce qu'on passe le temps à l'hôpital. On ne peut pas laisser l'enfant seul à l'hôpital, on passe le temps avec cet enfant. Entre-temps, il y a d'autres enfants à la maison qui ne vous voient pas et qui se font aussi des soucis à cause de leur soeur ou leur frère qui est à l'hôpital. Bien sûr, ils veulent aussi avoir des nouvelles. Donc c'est vraiment éprouvant. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et au niveau de l'Afrique, alors tu as fait des campagnes aussi en Afrique, tu es reparti au Zaïre, au Congo, oui, voilà. Tu es reparti là-bas? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore été au Congo. Oui. Parce que moi, pour partir dans un pays, parce que le but, comme je vous dis, ça a été vu avec les médecins d'ici. Oui. Le but pour moi, c'est de faire des conférences, organiser des conférences que je fais venir les médecins. Parce que quand le médecin reçoit les familles, il reçoit que les familles. Et les familles peuvent garder, ne pas dire que leur enfant est drépano. Vous comprenez? Mais le médecin ne peut pas dire à tout le monde que voilà, cet enfant est drépano parce que c'est quand même le secret médical. Le secret médical. Vous comprenez? Oui, mais tu as quand même créé l'association depuis 2011. Nous sommes en 2019. Tout à fait. Ça veut dire que tu es quand même parti, tu as fait un tour en Afrique. C'est ce que je vais en venir. Oui. Donc moi, quand j'organise des conférences, comme je vous dis, je me mène avec les médecins. Eux, je ne peux pas aller dans un pays d'Afrique sans l'aval des autorités du pays. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas aller aujourd'hui et aller ouvrir, comme les fonds non compatriotes, ouvrir une association, parce que ce n'est pas une association d'entraide. D'accord. Vous comprenez? Je m'occupe d'une maladie. Et c'est la convention que j'ai faite avec les médecins. Quand je pars, j'écris d'abord au ministère
de la santé pour dire voilà, je voudrais venir organiser une conférence afin de sensibiliser la population pour cette maladie qui sévit l'Afrique. Maintenant, parce que déjà, c'est une maladie qui est très répandue en Afrique. Hein. C'est ce que je vous dis, ça sévit toute l'Afrique. Alors, si je n'ai pas une réponse, je ne peux pas me déplacer parce que je ne peux pas faire déplacer un médecin ici, aller avec dans un pays où je n'ai pas d'accord avec ces autorités-là. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Justement, il faut qu'on me réponde. Quand j'écris, il faut qu'on me réponde. Après, je suis parti au Togo parce que quand j'ai écrit au Togo, j'ai eu la réponse. Et je suis parti au Togo où j'ai fait une grande conférence au Togo. Et vraiment, tout le monde était content. Et par là, beaucoup voulaient même s'adhérer à mon association. Mais je leur ai dit non parce qu'il y a déjà une association qui existe au Togo. Donc, vous allez vous adhérer là-bas en ayant toujours mon numéro de téléphone. Vous pouvez appeler et s'il y a besoin d'aide ou quoi, j'interviens toujours. Même dans des pays où je ne suis pas encore allé, mais j'interviens toujours quand il y a besoin. Donc, il y a des antennes. Voilà. J'ai l'antenne en Côte d'Ivoire. Et la fille qui s'occupe de l'antenne qui est en Côte d'Ivoire, en même temps, elle fait aussi le Burkina Faso. D'accord. Donc je pense aussi que tu as aussi mis en place des centres de dépistage. Parce qu'il ne suffit pas de sensibiliser. Il faut aussi dépister la maladie. Vous savez, le problème, quand on va faire une conférence comme ça, quand les gens viennent, comme je vous dis, tel qu'au Togo, on a fait le dépistage. Parce qu'on est parti avec tous les matériels possibles pour ça. Mais les problèmes, quand on fait le dépistage, ça rentre dans l'étymologie d'un pays. Tous ces gens-là qu'on dépiste, on les amène où? Parce qu'il n'y a pas assez de centres. D'accord. Vous comprenez? Parce que j'en ai vécu au Togo, il n'y a pas assez de centres pour ça. Et puis moi, mon souci un jour, c'est justement d'aller créer les centres de dépistage où les jeunes auront la facilité d'aller se faire dépister. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas un pays attitré dans ma tête. Je ne vais pas aller à n'importe quel pays parce que, comme je vous dis, la drépanocytose est partout en Afrique. Mais alors, au niveau de l'Europe, ici, où tu es basé en France, est-ce que tu as déjà... parce qu'il y a des écoles, il y a beaucoup des églises. Est-ce que tu vas dans ces endroits-là pour sensibiliser aussi? Dans des écoles, déjà, c'est ce qu'on est en train de demander. Mais les écoles ici, on les renseigne quand même, telles que ceux qui font la médecine et tout. Et puis, on les enseigne. On fait des campagnes aussi, telles que dans des hôpitaux. Vous voyez, donc de ce côté-là, il y a des avancées. Mais pour nos églises qui marient nos enfants, justement, qui sont ici, malheureusement, que je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès à ça. Parce que je me souviens, juin 2016, j'avais fait une conférence plutôt à l'Assemblée nationale où il y avait un pasteur qui a demandé auprès de médecins de Necker pour dire écoutez, nous les pasteurs, nous avons aussi notre place parce que nous prions pour les malades et les malades aussi guérissent. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que nous on peut faire? Et je vous dis que le professeur qui a fait la conférence ce jour-là a répondu, je peux vous dire même le nom de ce professeur ce jour-là, c'était le professeur Marianne de Montalamé, qui est déjà un professeur de renom ici en France, vu ce qu'elle fait. Donc il lui a répondu, surtout c'est à vous de pasteurs d'inviter cette dame dans vos églises, parce que c'est dans vos églises que vous mariez vos enfants, mais vous ne les envoyez pas aller faire les examens. Alors que c'est très important. Voilà. Et là encore je parle, ce pasteur-là qui avait posé cette question, il l'a fait, parce que j'ai été invité plusieurs fois à son église pour expliquer ce que c'est la maladie et surtout tirer les oreilles aux jeunes dans les églises, dans cette église-là, pardon, pour dire attention, avant de vous marier, faites les examens. Ah oui, parce que l'amour, c'est bien, mais avoir un enfant malade, ça change la vie d'un couple. Ben ça, justement, il faut que tu batailles au niveau même des écoles ici. Justement, ça, comme je vous dis, au niveau des écoles ici pour batailler, c'est l'État qui donne l'aval. Ça, on n'est pas loin de le faire. Et on a déjà commencé à le faire. Mais le problème, c'est au niveau de nos églises. Parce que tous ceux qui se marient dans nos églises ne vont pas dans les écoles ici. Il y en a qui viennent directement de l'Afrique. Le problème, c'est dans nos églises. Parce que nos églises, c'est là où il y a vraiment la concentration des Africains. Donc c'est là, c'est nos pasteurs qui doivent aussi m'ouvrir vraiment ce chemin-là, ou alors eux, s'ils veulent prendre cette responsabilité, mais il s'agit d'une maladie. C'est comme je viens de vous dire, ce n'est pas une association d'entraide. Mais moi qui ai cette association, j'organise des conférences, mais en faisant venir, comme je vous dis, les professeurs à m'habiliter à ça pour passer le message à la population. Mais
en France, au niveau de la population, donc des Français, il y en a aussi qui sont malades, qui sont... Bien sûr que oui. Pourquoi les Français aujourd'hui, pas seulement les Français, les Occidentaux, pourquoi ils avancent à la recherche? Parce qu'aujourd'hui, avec les mouvements migratoires, avec les métissages, ça se fait qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de drépanots dans les dom-toms. Ah, d'accord. Ah oui, aujourd'hui, nous avons au moins 250 naissances, 250 000, je crois, naissances dans les dom-toms avec la drépanocytose. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez l'avancée de traitement, parce que ça leur touche et c'est une maladie qui coûte excessivement cher à la sécurité sociale. Si aujourd'hui j'ai cette médaille, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils ont compris que je contribue pour la déficit de la sécurité sociale. Parce qu'en faisant passer les messages aux jeunes, les jeunes prennent conscience, ils se disent non, en tout cas, je vais d'abord... il y a des jeunes qui se disent, de lui-même comme ça, il se dit, bon, je vais aller au centre de dépistage, parce que nous avons les centres de dépistage dans les 13e. Donc ils vont aller là-bas pour se faire dépister, savoir si je suis AS ou je suis SS, ou si je ne suis ni AS ni SS ou je suis que A. Tu comprends? AA. Donc il y a des jeunes qui prennent conscience en allant se faire dépister eux-mêmes. Et il y a des jeunes aussi, quand ils voient qu'il a une copine, ou la copine voit qu'il a un copain, ils se disent, bon, on va aller se faire dépister pour savoir si nous sommes compatibles pour les mariages. Donc en faisant ça, ça diminue déjà le taux de maladie, des malades. Vous voyez, au lieu de faire un enfant malade, non, ils ne vont pas en faire parce qu'ils sont conscients d'où ils vont s'engager. Et donc, ça contribue à la sécurité sociale et ce qui fait que vraiment l'État français a reconnu le travail que j'ai fait depuis 2011. Parce que vous savez, Claudia, j'allais juste rajouter une chose. Quand vous êtes touché à quelque chose, la motivation que vous allez avoir ne peut pas être comparable à la personne qui fait parce qu'il veut compatir. Tout à fait, ouais. Voilà, nous allons donc marquer une petite pause. À tout à l'heure. Salon de l'immobilier, de la construction et de l'habitat du Congo à l'hôtel Elaïs. Inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse salon de l'immobilier du Congo @gmail.com, téléphone 04 466 51 41. Particularité, la première édition du semi-marathon à travers les grandes artères de la ville, départ et arrivée, l'hôtel Elaïs. Inscription des athlètes moyennant 2000 francs à Pointe-Noire, lycée Victor Rogagnor et à Brazzaville, Fédération congolaise d'athlétisme. Mesdames, Messieurs, vous suivez Bienvenue chez Claudia, bienvenue dans mon univers. Je suis toujours avec mon invitée, Madame Pauline Bakou, présidente de l'association Espoir de Vivre, femme leader de Monaco et enfin chevalière de la Légion d'honneur. À propos de la Légion d'honneur, ma grande, quelle consécration, la Légion d'honneur. Comment est-ce que tu as reçu je veux dire, l'information comme quoi tu serais décoré? La nouvelle. Vous savez, c'était rigolo. Parce que pour commencer, j'aime beaucoup la politique. Et quand il y a des élections, quand il y a des conférences, je suis toujours là. Donc c'était un matin, je suis chez moi, je vois un courrier. Sur l'enveloppe, c'est marqué le président de la République. Donc j'ai dit aux enfants, bon, mettez-les là. J'espère que là, c'est pour quelqu'un qui veut se présenter, comme nous sommes en plein des élections, je verrai après. Oui. Et après, j'ai dit, je regarde, et quand j'ai ouvert le courrier, j'ai vu que c'était le président Macron qui m'avait écrit, pour me dire qu'il m'a, voilà, personnellement, signé vraiment à la main, président Emmanuel Macron, pour me dire qu'on me décernait la médaille de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Et donc c'est dans son propre contingent. D'accord, donc c'est cette médaille. C'est cette médaille que vous voyez. D'accord. Et quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber. Bah, bien sûr. Parce qu'un côté, ça m'a beaucoup fait plaisir à voir que tous les efforts que j'ai fournis sont reconnus. Bien sûr. Au niveau de la France, qui est le 5e grande puissance quand même du monde. Vous voyez. Donc c'était un plaisir pour moi de voir que les efforts que j'ai faits sont reconnus. Voilà. Et en même temps, cette médaille n'est pas la fin pour moi. Ça peut que m'encourager. Donc c'est un encouragement et ça me donne encore vraiment envie de continuer et d'en faire encore plus que ce que j'ai fait avant.
D'accord. Voilà. C'est comme à la maison, si un enfant fait quelque chose de bien, vous l'encouragez, oui, ça lui donnera encore l'envie justement de le refaire encore plus parce que c'est que j'aurai le compliment des parents. Donc là, cette médaille vraiment m'encourage encore d'aller plus loin, de faire encore beaucoup plus que ce que j'ai fait avant. Voilà. D'ailleurs, j'étais là le jour où la ministre vous a décoré. Hein, et moi-même, personnellement, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, voilà une femme, voilà une dame. Et à côté de ça, tu as aussi une autre à côté de ça, je suis aussi médaillée de la médaille de commandeur. Cette médaille de commandeur, je l'ai reçue au mois de novembre dernier, novembre 2017. Donc j'étais partie faire la conférence sur Nice, où j'avais intégré les médecins de Nice aussi dans la conférence. Et dans la conférence, il y avait des barons de Monaco qui sont venus aussi pour assister à la conférence. Et par là, ils ont vu que la conférence que j'avais faite était vraiment formidable, extraordinaire. Et quand je suis revenu sur Paris 2 semaines après, ils m'ont invité d'aller assister à une fête qu'on appelle la Nuit des associations. Et c'est à l'initiative du prince de Monaco, le prince Albert. Et il récompense donc le président des associations qu'il trouve qu'il milite pour les causes nobles. Et alors, quand il a vu ce que j'ai fait, ils ont regardé la conférence que j'ai faite sur Togo et tout. Alors, il a décidé de me donner cette médaille de l'ordre de commandeur. Voilà la médaille. Je peux les mettre là pour les gens qui vont voir cette médaille, mais bon, comme on dit, ça ne sert à rien d'en mettre trop. C'est vraiment une médaille que j'aime. Voilà. Donc c'est une médaille de l'ordre de commandeur. Bon, ce sont des médailles qui sont décernées, il faut les mettre. Hein, bien sûr. Les voient bien. Donc là, vous avez la médaille des chevaliers de la Légion d'honneur qui est décernée par le président Macron. Et ça, c'est les médailles de commandeur par le prince de Monaco. Voilà. Donc tout ça récompense vraiment le travail que j'ai fait au niveau de la France en faveur des enfants drépanocytaires. Eh bien ça, il n'y en a pas beaucoup comme ça, hein, des dames, non, j'en connais pas. Vous savez, ce n'est pas donné pour rien, c'est les efforts que je fournis, je viens de dire, parce qu'à côté de ça, je suis quand même fonctionnaire, je suis toujours présente à mon travail, et c'est dans mon temps de repos et pendant les vacances que je prends pour me donner vraiment pour l'association. Et quand on fait des efforts comme ça, je crois que ça mérite d'être récompensé. Et ton équipe, ils ont vu ça aussi? Oui, toute l'équipe. Parce que tu ne travailles pas seule. Toute l'équipe était présente. Et je remercie d'ailleurs parce que seule, je ne pouvais rien faire. Comme on dit, c'est dans l'union qu'on fait la force. J'ai beaucoup de membres dans l'association. Et vraiment, tous les membres, chacun cherche à mettre quand même quelque chose de lui. Donc on met les efforts malgré le travail, malgré nos vies en Europe, on connaît. Mais vraiment, on essaie quand même de faire le mieux pour l'association. Et ça, ce n'est pas que mes efforts, c'est l'effort de toute une équipe. Toute une équipe, oui, bien sûr. Voilà. Et tu as prévu quelque chose au mois de juin, je pense, hein? Au mois de juin, parce que l'association a aussi une antenne sur Nice. Et je participe aux activités aussi de Villeneuve-Loubet, qui est une ville à côté de Nice aussi. Alors, à Nice, j'ai créé l'antenne là-bas. Les gens me poseront la question, pourquoi Nice? J'ai choisi Nice parce que Nice se situe sur la côte méditerranéenne, où il y a les flux migratoires. Oui. Donc, tous les immigrés qui viennent, tels que ceux qui viennent en Italie, passent toujours par Nice. Alors, vous voyez, comme je viens de vous dire, c'est une maladie d'abord des Africains. Alors, avec ces flux migratoires, dans quelques années à venir, on en aura plein. C'est la côte d'Azur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai créé cette association. Et quand j'ai expliqué le projet au maire de Nice, vraiment que je tiens à beaucoup remercier d'ailleurs Christian Estrosi, qui vraiment aime beaucoup ces citoyens à Nice. Donc il n'a pas hésité et tout de suite il a dit au maire adjoint de Nice de prendre vraiment ce projet au sérieux parce que c'est pour prévenir quand même une maladie qui risquera d'être répandue dans sa région. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille vraiment en partenariat avec la ville de Nice. Le maire Estrosi met à ma disposition la salle, toute une équipe pour s'occuper des espoirs de vivre quand je vais organiser quelque chose. C'est pourquoi là, le 19 juin, c'est la journée mondiale de la drépanocytose.
malheureusement que le calendrier fait que le 19 tombe un mercredi. On ne peut pas faire une conférence le mercredi parce que les gens travaillent, ils ont quand même des jours aussi à côté. Donc on a mis ça, on a reculé le week-end 15 parce qu'il faut comprendre aussi que le week-end d'après, ça sera le 21, c'est la fête de la musique. Donc on a mis les 15. Comme ça, ça permet à tout le monde de venir quand même suivre la conférence. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de venir suivre la conférence que je fais, qu'ils viennent, comme ça, ils vont suivre la conférence. Au moins, ça permet de mieux connaître de cette maladie. Voilà. Mais ça ne te fait pas beaucoup en même temps, et le travail, tu arrives à te libérer au niveau... Comme je venais de le souligner tout à l'heure, quand on est frappé à quelque chose, il y a toujours un courage quelque part. Donc, je trouve toujours le temps de faire ça et mon travail aussi. Et la preuve, je n'ai jamais été absente à mon travail depuis 2011. Jamais je suis absente à mon travail un seul jour. Mais je suis toujours avec l'association. Et c'est par là aussi, quand j'ai fait les 2 conférences à Nice, c'est là les femmes leaders de Monaco m'ont contacté pour dire, écoutez, parce qu'on voit votre courage, on voit ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait de devenir une femme leader mondiale de Monaco? Donc pour moi, c'était un honneur. C'était l'honneur que je ne pouvais pas dire non. Et aujourd'hui, je fais partie des femmes leaders mondiales de Monaco. Ouais. Eh bien, c'est très bien. Alors, Pauline, venir me voir, c'est aussi partager mes coups de cœur et mes coups de gueule. Tu connais un peu, hein, puisque tu as l'habitude de suivre mes émissions. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un coup de gueule. Le coup de gueule, en fait, c'est l'actualité du moment, donc sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je me permets de le dire parce que je regarde un peu sur Twitter, je regarde les informations, c'est un peu les coups de gueule, un peu. Il y a des gens qui sont plus ou moins outrés par rapport à tout ce qui se passe autour. La cathédrale, donc Notre-Dame de Paris, c'est notre monument historique. On ne le nie pas. Il y a plus de 800 ans d'histoire, c'est très bien, mais ce que les gens ont donné comme don en moins de 48 heures, plus d'1 milliard d'euros, ça m'écoeure. Parce que, à côté de ça, nous avons la pauvreté, nous avons la famine, nous avons les mots me manquent tellement, je me dis, mais où va le monde? Il n'y a pas longtemps, au Mozambique, il y a eu une catastrophe. On a des migrants qui meurent dans la Méditerranée, mais ils n'osent même pas donner un sou. Mais pour 4 murs, j'ai envie de dire, il y a plus d'1 milliard d'euros. Ça ne t'interpelle pas? Et même toi, puisque il te faut des sous, il te faut de l'argent pour la recherche de la drépanocytose. Mais ils ne sont pas là. Mais en si peu de temps, on arrive à réunir plus d'1 milliard. La vie des hommes ne vaut rien. Et ça, effectivement, pour moi, c'est un coup de gueule et j'ai envie de le partager avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, vous savez, c'est la question d'actualité aujourd'hui, comme on peut dire. Je comprends parfaitement que les gens soient énervés. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons un grand nombre encore qui s'ajoutent des gilets jaunes, justement parce qu'ils sont en colère à cause de ça. Mais d'un côté, il faut savoir que les Français tiennent quand même, tiennent plutôt à leur patrimoine. Je suis d'accord, oui. Notre-Dame, c'est un patrimoine de la France. Notre-Dame, ça fait la fierté de la France. Oui. Notre-Dame, c'est ça qui fait venir aussi beaucoup de tourisme. Il faut savoir que quand on parle de tourisme, on parle de l'économie aussi du pays. Bien sûr, je suis d'accord. Donc, je comprends parfaitement que ils ont eu ces soucis-là de faire ces dons que en 48 heures, ça fait 1 milliard d'euros. C'est vrai, je comprends, parce que c'est leur patrimoine, il faut pas l'oublier, et aussi c'est l'église, où les gens vont pour Est-ce que ça vaut? Mais je comprends que ça ne valait pas vraiment tout ça, d'un côté, parce que quand on voit, à côté, on voit les clochards
voit Ils les sont clochards. couchés par terre parce qu'ils n'ont pas de toit. Exactement. Surtout, là où moi je dirais que vraiment il y a aussi une mauvaise foi de ces gens-là qui ont l'argent, parce qu'il faut pas oublier que dans la vie il y a toujours des riches et il y aura toujours des pauvres. Hein. bien sûr, Mais quand vous voyez qu'aujourd'hui nous parlons de la déficit de la sécurité sociale, et on cherche à faire des réformes et ces réformes, alors que ces gens-là pouvaient aussi faire ces dons-là à la sécurité sociale. Mais quand on est encore aux affaires, malheureusement, on ne peut pas savoir quel jour on peut devenir aussi malade. Mais quand ils sont malades, c'est là où on voit. Je crois qu'ils pouvaient aussi faire des dons dans des associations, faire des dons, surtout la sécurité sociale, je souligne, parce que la maladie n'épargne personne. Mais aujourd'hui, ils ne pensent pas à ça. Il y a des gens qui dorment dehors, alors que quand vous voyez en Suède, où on construit des immeubles pour les clochards, ce qu'on appelle les clochards, et vraiment, excusez-moi les termes, mais c'est ça qu'on appelle les gens qui sont sans abri. Voilà. Alors, si ils ne sont pas capables à aider ces gens-là, et ils donnent tout ça qu'on venait de dire pour 4 000, oui, c'est vrai, ça fait très mal la cause. Pardon l'appel, aujourd'hui nous avons encore beaucoup plus de gilets jaunes qui sont venus encore de la province. Tout ça parce qu'ils manifestent cette colère, parce que les gilets jaunes sont debout depuis un moment, mais il n'y a jamais eu de solution. Donc tu comprends? Oui, tu comprends. Je comprends et partage ici avec vous. Ah, merci beaucoup, parce que il fallait que ça sorte. D'accord. Alors, on va passer au quiz pour détendre un petit peu. D'accord. Le quiz, c'est des questions. Fidèle ou infidèle, Pauline? À quoi? Il faut savoir. En amour. Déjà, à nos âges, tu ne vas pas dire que tu vas être encore infidèle. Oh, on ne sait jamais, hein, tu sais. On ne sait jamais. Oui, fidèle. Fidèle. Parce que j'ai beaucoup de respect aux enfants. D'accord, très Oui, bien. à mes enfants, beaucoup de respect. C'est tout ça parce que si on veut éduquer ses enfants, il faut qu'on soit exemplaire. D'accord. Voilà. Et ta plus belle réussite? La plus belle réussite, je dirais, c'est ma vie. Ma vie, je dirais, c'est une réussite. Parce que je suis arrivé en France en 1991, comme je vous dis, je ne connaissais personne. Personne et j'étais trop jeune. Et je me suis battue, j'ai cherché à faire mon nom, ma place en France. Vous voyez? Donc j'ai lutté pour trouver ma place en France. Là, c'est une réussite pour moi. Et aujourd'hui, c'est pareil, je dis à mes enfants, la vie, c'est un combat. Il faut se battre. Et en se battant, vous allez trouver la solution. Et vous allez faire votre place et on parlera aussi de vous. Parce que mes enfants, des fois, quand on rigole, ils disent, mais maman, qu'est-ce que vous êtes courageuse? De Boulungu, une province du Congo, jusqu'au Chevalier de la Légion d'honneur, et vous êtes une femme, et jusqu'à être femme leader de Monaco. Vous comprenez? Donc pour moi, c'est beaucoup de respect, ouais, c'est une fierté. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est la réussite. Aujourd'hui, on les partage. Chevalier de la Légion d'honneur qui n'est pas discerné à tout le monde. Bien sûr. Tout ça, c'est le courage, c'est le combat, c'est tout. Donc, et tu fais aussi la fierté des femmes africaines. Hein, exactement. De tout un continent. Tout à fait. Entre l'amour, l'argent et la santé, qu'est-ce que tu préfères? Je vais vous dire, entre l'amour, l'argent et la santé, qu'est-ce que je préfère? Oui. Je préférerais la santé. Oui. Parce que si vous êtes en bonne santé, quelles que soient les années que vous vivez en pauvreté, mais 100 ans après, si vous avez encore la santé, vous pouvez vous battre et trouver l'argent. Mais vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui, mais si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas envoyer l'argent pour aller prendre les verres d'eau qui est là-bas pour que vous pouvez prendre les médicaments. Et l'amour sans santé, ça n'existe pas. Parce que si vous n'avez pas la santé, vous êtes cloué sur les lits de l'hôpital. Où est-ce que vous trouverez l'amour? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un aller marier quelqu'un sur les lits de l'hôpital? Ou aller aimer quelqu'un sur les lits de l'hôpital? Non. Donc je préfère avoir la santé. Parce que la personne qui est riche, c'est la personne qui a la santé. Très bien. Alors donc c'est sur ce mot-là que nous allons terminer le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, Claudia, pour moi, je voudrais déjà pour les gens qui vont regarder cette cassette, cette vidéo, s'il y a des gens qui ont des connaissances dans leur pays, parce que comme je viens de dire, la drépanocytose touche toute l'Afrique, il n'y a pas un pays attitré pour ça. Je voudrais faire des campagnes de sensibilisation
dans tous les pays africains, comme j'ai commencé par le Togo, sur les campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les peuples. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, quand on invite les médecins ici en France pour aller en Afrique, on fait la conférence avec le corps médical. Mais ils ne font pas de campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes et les familles qui souffrent avec ces enfants dépensitaires. Donc pour moi aujourd'hui, c'est dire à tous les gens qui peuvent m'ouvrir les portes pour aller en Afrique et faire des campagnes de sensibilisation pour sauver des vies. Je suis prêt. Je vais vous laisser mon adresse et mon numéro de téléphone. Et en même temps, je lance ces messages. Parce qu'en Afrique, il y a au moins une grande dame, une première dame, qui s'appellerait Maman Antoinette Sassou, qui a une association des enfants dépensitaires. J'aimerais entrer en contact avec Maman Sassou, Maman Antoinette Sassou, pour qu'on puisse organiser ensemble une grande conférence afin de parler de cette maladie qu'est la drépanocytose. Voilà, le message est passé, mais tu ne vas pas partir comme ça, Pauline. Un petit message de réconfort, mais en lingala ou nakutuba dans nos familles qui ont des enfants malades. Bandeko o baza na bana maladie en Afrique. Parce que lingala pe moi je vais débrouiller. Je vais commencer avec le Congo. Bantu nyos ke na bana maladie en Afrique, vraiment c'est le conseil na kopesa bango, na mukepesa ba pardon. Vraiment est-ce que maladie ya tata na maman ke pesa na mwana. Yo ke kaka mama ve tout comme tata ve. Il faut vraiment bobika idée à kotula ke yoke bandoki mokunata bana na hôpital parce que maladie à menga, et tout comme je dirais tata maman bandeko otika kobomana koboma tata bakoko po kolobake bango bazo koboma bana non ezali parce que toyebaka te tant tozo kobalisa bana bango ya biso po totinda basala examen. Nga naza mama ya mwana oyo ya SSNet bino, nga nazali mama oyo lelo babengi mama ya badrépanocytaire, totinda bana kosala examen kasi totika koboma na bafamille po mwana kufi na maladie oyo ya SS mpona kokanga bandoki. Et puis bino bana SS boyoka soni te bobima boloba boza bana neti bana nyonso parce que lelo tozo komona ba SS oyo baza bamédecin oyo baza baingénieur oyo bazo kosala mosala oyo nyonso bato basala boza bato normal parce que lelo na kota ya SS toza na maladie mpe ebele oyo ebomaka bato bamaladie kutu ya mabe. SS eza maladie ya soni te. Voilà, merci beaucoup, merci Pauline d'être passée me voir. Je pense que nous avons passé un très très bon moment ensemble. Merci à nos partenaires, donc Emerald Santé et à Rituel Café pour ce bon café, cette belle tasse d'ailleurs. Merci à toute l'équipe de Ziana TV, Bel Espoir et Zélie au service technique, à Sia Makoso et à Nzumba Lissa. À vous, mes loulous, je vous fais un gros kiss.